Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de l'économie. Au sommaire aujourd'hui, un concours de start-up plutôt original. Il s'est déroulé dimanche à Tel Aviv. En compétition, une douzaine d'entreprises israéliennes mais aussi turques et japonaises avec à la clé un investissement de 100 000 $ pour développer son projet. On recevra sur ce plateau l'organisatrice de cet événement. Mais avant de développer ce sujet, je vous propose de passer en revue ce qui fait l'actualité économique internationale. Et pour commencer, on va revenir sur la rencontre de lundi entre Alexis Tsipras et Angela Merkel. Les deux dirigeants ont tenté de désamorcer les tensions de ces dernières semaines. Écoutez. Cette rencontre est très importante pour mieux nous comprendre. Il n'y a pas d'autre solution que le dialogue. Nous voulons une Grèce économiquement forte, une Grèce qui renoue avec la croissance et réduit son taux de chômage élevé, et particulièrement le chômage des jeunes qui peut être surmonté. Et pour décrypter cette rencontre, nous sommes en ligne avec Franck Khalifa, professeur certifié d'économie. Bonjour. Bonjour Johanna. Alors premièrement, que faut-il retenir de ce tête-à-tête ? Et je crois en fait Johanna que tout l'intérêt de cet entretien est de savoir s'il avait fait bouger les lignes concernant l'éventuelle banqueroute de la Grèce et sa sortie de la zone euro. Alors évidemment cette rencontre est d'abord une invitation, vous le savez, à dépasser le stéréotype d'une Grèce qui serait paresseuse aux yeux des Allemands, de l'opinion publique allemande, et d'une Allemagne qui serait une éternelle réparatrice d'un passé nazi. Alors c'est une invitation au dialogue et contrairement à ce qu'on peut penser, contrairement aux déclarations préalables et très agressives des ministres de l'économie respectifs, eh bien vous avez bien vu comme moi que l'ambiance était à la détente puisque Tsipras a loué la qualité d'écoute d'Angela Merkel. Est-ce que, d'après vous, cette rencontre aura un impact sur le versement de la dernière tranche d'aide à Athènes ? Oui, Johanna, vous posez le problème crucial pour la Grèce du déblocage de cette dernière tranche de prêt à hauteur de 7,2 milliards d'euros. Et on note au passage comment Tsipras, aussitôt élu, s'est défaussé en soulignant qu'il avait hérité de la situation économique. Et de même, Angela Merkel a-t-elle répondu en écho que l'Allemagne n'était pas la seule décisionnaire en la matière. Alors, sur le problème de la réparation, qui est un autre problème, vous avez peut-être aussi constaté comme moi que Tsipras l'avait habilement dissimulé sur une question d'éthique. Mais Angela Merkel a tout simplement adressé une réponse tout aussi habile en envoyant une fin de non-recevoir et en disant qu'il y a une question de la réparation grecque qui est un dossier définitivement clos. Donc, par conséquent, les effets de la rencontre, hormis l'invitation à la compréhension mutuelle, sont quasi nuls. La Grèce, donc, doit faire montre de réformes structurelles effectives. Merci beaucoup Franck Khalifa pour toutes ces explications. Et notez que la Grèce a annoncé qu'elle présentera sa liste de réformes à l'Eurogroupe d'ici lundi prochain. D'après le président du Parlement européen Martin Schulz, un accord pourrait être conclu d'ici la fin de la semaine. On reste dans la zone euro avec une bonne nouvelle. Selon les premières estimations du cabinet Markit, la croissance de l'activité privée s'est accélérée en mars. Une progression à la fois du secteur des services et de l'industrie manufacturière. Résultat, l'indice PMI Composite est à son plus haut niveau depuis près de 4 ans, 54,1 contre 53,3 en février dernier. Des chiffres qui, selon les économistes, devraient se traduire par une croissance de 0,3% au premier trimestre. Après 11 banques américaines l'été dernier, c'est au tour de 3 banques européennes d'être épinglées par les autorités de régulation du système financier aux États-Unis. Il s'agit de la BNP Paribas, de la Royal Bank of Scotland et de HSBC. Je vous rappelle que depuis 2010, les grandes banques présentes sur le territoire américain doivent chaque année remettre aux autorités un plan qui leur permettrait de gérer leur éventuelle faillite sans avoir besoin d'aide, sans avoir recours à des fonds publics. Une loi destinée à éviter une nouvelle crise, mais les plans de ces 3 établissements ont été jugés insuffisants. La Réserve fédérale américaine leur réclame donc de revoir leur dispositif d'ici la fin de l'année sous peine de mesures.
Accusation de travail forcé pour Vinci. L'association Sherpa a déposé une plainte contre une filiale du groupe de BTP qui participe au chantier de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Elle dénonce des conditions de travail inhumaines, dangereuses et en violation avec la loi. Selon Sherpa, les employés migrants seraient régulièrement menacés et leurs passeports confisqués. Des accusations que Vinci réfute. Le géant français a d'ailleurs annoncé son intention de porter plainte pour diffamation. Et on termine ce tour de l'actualité économique avec la visite du président indonésien au Japon, un voyage placé sous le signe des affaires. Depuis quelques mois, il est en effet à la recherche d'investisseurs pour moderniser ses infrastructures. Ses besoins sont estimés à plus de 2500 milliards de dollars. Il tente donc de faire les yeux doux aux Japonais. Écoutez. Les investissements étrangers en Indonésie continuent de croître chaque année. Le Japon est le numéro 2 en ce qui concerne le montant des investissements réalisés dans notre pays en 2014. Et je pense que le Japon décrochera la première place en 2015. Un réseau social pour les propriétaires de chiens, un boîtier pour contrôler l'ensemble des objets électroniques de son logement ou encore un site qui recense tous les parcs à thème de la planète. C'est un concours de start-up plutôt original qui s'est déroulé dimanche à Tel Aviv. Sa particularité, il a réuni des entreprises à la fois israéliennes, turques et japonaises et le gagnant a été récompensé par un bel investissement de 100 000 $ pour pouvoir développer sa compagnie. Retour sur cet événement avec Anthony Lesme. 12 startups, 6 juges, 3 pays et 100 000 $ de récompense étaient au programme d'un concours d'entrepreneurs organisé par l'accélérateur basé à Tel Aviv, The Hive. Une après l'autre, des startups israéliennes, japonaises et turques pitchaient leurs produits et leurs business plans. Cet événement a pour but de créer des passerelles entre tous ces pays grâce à l'entrepreneuriat. The Hive dépend de Gvaim, une ONG qui soutient l'activité professionnelle des nouveaux immigrants en Israël. The Hive est un accélérateur de start-up pour les nouveaux immigrants en Israël et les nouveaux entrepreneurs venant de partout dans le monde. Cela signifie que nous sommes réellement un accélérateur tourné vers l'international. Dans cette compétition, la Turquie était représentée par 3 start-up et un accélérateur. Si les échanges diplomatiques entre Israël et la Turquie sont tendus depuis l'affaire de la flottille, l'économie bat son plein avec plus de 5 milliards de dollars d'échanges annuels. Pour ce qui est de la high-tech, les premières rencontres entre les deux pays sont prometteuses. Pour moi, Israël peut apprendre beaucoup à la Turquie en termes d'entrepreneuriat high-tech parce que nous sommes tout juste au début et qu'Israël a une expérience forte de plusieurs décennies. L'atmosphère de l'événement était positive et optimiste. Les gagnants de la soirée ont hérité de 100 000 $. Il s'agit des Israéliens Doggies, une application qui a pour but de créer un réseau social de propriétaires de chiens. Les toutous peuvent savoir grâce à leur maître où sont leurs camarades, quel est le parc ou le vétérinaire le plus proche. Tel Aviv, où règne l'amour canin, semble la ville parfaite pour lancer une telle application. Tel Aviv est la capitale de la Startup Nation et en même temps, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'une des villes les plus accueillantes pour les chiens. C'est pourquoi nous étions si heureux de lancer l'application ici et j'espère que la prochaine étape nous amènera aux États-Unis et dans d'autres localités du monde. Supporté par The Hive, Doggies a déjà lancé avec succès un produit bêta en Israël et désormais, après avoir remporté ce prix, la société prévoit encore d'améliorer son application. Voilà, c'est donc Doggies, le réseau social pour propriétaires de chiens qui a remporté le chèque de 100 000 $. On va continuer à parler de ce concours puisqu'il y a à côté de moi Patricia Laï-Engel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de The Hive qui a co-organisé donc cet événement. The Hive, c'est un accélérateur de start-up qui dépend de l'association Gvaim. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, tout à fait. Alors Gvaim est une association donc à but non lucratif qui a été créée en 2006 par la fondation Rachi. Et qui en fait aide les nouveaux immigrants hautement qualifiés à réussir leur intégration professionnelle en Israël.
Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez beaucoup de nouveaux immigrants qui viennent vous voir? Oui, en Israël, en fait, on a entre 20 et 25 000 nouveaux immigrants qui choisissent de s'installer en Israël tous les ans. Une grande partie d'entre eux sont hautement qualifiés, donc sont des diplômés. Et c'est une chance, en fait, dans la course au talent dans le monde entier, quand on cherche à être compétitif au niveau global, c'est une chance et il faut qu'on réussisse à les intégrer. Avec Gvaim, avec le programme d'accélération de carrière de Gvaim, qui existe à Tel Aviv et à Jérusalem, les gens arrivent à trouver un emploi de qualité, 80% d'entre eux, dans l'année qui suit le programme, en fait. Alors, parmi les nouveaux immigrants que vous recevez, quelles sont les nationalités les plus représentées? Alors, on a beaucoup de Français en ce moment, beaucoup de Russes et de gens qui viennent d'Ukraine, des États-Unis, d'Angleterre, beaucoup d'Europe, mais aussi d'Amérique du Sud, du Brésil. On a des gens du monde entier, vraiment. Et quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez? Parce qu'on imagine que ce n'est pas toujours facile de faire travailler ensemble des gens qui ne viennent pas du même pays, qui ne parlent pas forcément la même langue. Alors effectivement, la barrière de la langue, c'est une barrière très importante. Et les différences culturelles, l'absence aussi de références. En Israël, on aime bien appeler la personne, le dernier boss chez lequel on a travaillé, pour avoir des références. Ces références n'existent pas. C'est difficile de faire valoir son CV, c'est difficile de savoir se présenter, de comprendre le marché du travail. Les besoins ne sont pas forcément les mêmes que ceux du pays d'origine, en fait. Et d'un point de vue financier, purement financier, comment ça fonctionne? Est-ce que vous recevez de l'argent d'investisseurs? Est-ce que vous prenez des pourcentages sur les startups que vous aidez? Alors oui, alors là j'ai parlé jusqu'à maintenant de Gvaim. The Hive, donc, est le programme d'accélération de start-up de Gvaim qui aide les entrepreneurs. Les immigrants ont tendance à être plus entrepreneurs que le reste de la population. Pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'ils ont d'autres besoins, ils ont plus de mal à se faire valoir sur le marché du travail, mais aussi parce que c'est par choix. En général, c'est des gens qui aiment bien prendre des risques, qui approchent les problèmes de façon plus créative. Et donc cet accélérateur existe depuis 3 ans, il s'appelle The Hive, donc la ruche en français. Et nous les aidons en leur donnant des outils, du mentorat, des formations, l'accès aux entrepreneurs, aux investisseurs. Ils travaillent du même espace de travail, donc ils s'entraident, il y a une communauté, il y a des événements de networking, on leur apprend à présenter leurs projets, à négocier avec des investisseurs. Ils rencontrent des experts, des experts en brevets, en stratégie, en financement, en marketing. Et justement, pour revenir donc au concours, il y avait quand même des entreprises donc à la fois israéliennes et turques. Est-ce que c'est le début d'une collaboration entre ces différents entrepreneurs qui sont de nationalités différentes? Pourtant, on sait qu'au niveau des relations diplomatiques, les relations ne sont pas au beau fixe. Au niveau business, c'est différent? Alors oui, cet événement était assez intéressant parce que c'est la première fois en fait qu'il y avait un événement qui mettait en relation des startups turques, japonaises et israéliennes. Donc les 6 startups du Hive numéro 5 de Tel Aviv représentaient Israël. On a eu 3 startups qui sont venues exprès d'Istanbul, qui participaient à un accélérateur à Istanbul Startup Factory, qui sont venues aussi participer à l'événement. Et 3 startups qui ont été sélectionnées par une plateforme japonaise, Aniwu. Et le premier prix était un investissement de $100 000 par le fonds d'investissement Samurai Incubate, qui est présent à Tel Aviv, et dont le but est vraiment de mettre en relation les écosystèmes japonais et israéliens. Merci beaucoup, Patricia Laï-Engel, d'avoir répondu à toutes nos questions. On va passer tout de suite au Media Watch. €7, c'est plus ou moins ce qu'il faut débourser pour acheter un paquet de cigarettes en France. Léa Valbert, bonjour. Bonjour. Alors, selon une étude relayée par Le Parisien, ce prix devrait en fait être bien plus élevé. Exactement, alors on le sait, mais on ne le répétera jamais assez, fumer tue, fumer coûte cher pour les fumeurs, mais aussi pour les non-fumeurs. Et c'est ce qui ressort d'une enquête dévoilée aujourd'hui. Un cabinet de recherche et d'expertise économique a calculé le juste prix d'un paquet de cigarettes, comprendre le prix qu'il devrait coûter pour que l'addiction des fumeurs ne pèse pas financièrement sur la collectivité. Réponse, 13,07 €, une hausse de 87%. Alors on peut décomposer cette étude
globalement en 3 parties. Il y a l'impact de l'addiction du tabac sur l'État et sur les fumeurs qui, si on peut dire jusqu'ici, sortent gagnants, puisque l'État perçoit des taxes sur les ventes de 14 milliards d'euros. Les fumeurs, eux, bénéficient des pressions exercées par les buralistes pour maintenir des prix plus ou moins abordables. Alors en revanche, les entreprises pâtissent lourdement du tabagisme puisque les arrêts maladie engrangent une perte de production, une perte évaluée à 16 milliards d'euros en 2013. Voilà, on imagine que les pots-cigarettes ont aussi leur part de responsabilité. Alors on passe maintenant à un article des Échos. Il s'agit encore une fois d'une étude qui montre que les capacités de concentration en réunion sont limitées. Exactement, et ça devrait probablement en rassurer beaucoup d'entre nous qui peuvent parfois douter de leur capacité de concentration. Les cadres dont le quotidien est rythmé par les rendez-vous, par les réunions, eh bien, ils sont comme nous tous, ils ont du mal à rester concentrés plus de 52 minutes. Alors c'est une moyenne, c'est le résultat d'un sondage IFOP, et on y apprend entre autres que 23% des cadres perdent le fil de la conversation avant 30 minutes. Les réunions ou les rendez-vous durent en moyenne 1h20, donc ça laisse tout de même une bonne demi-heure de battement et seuls 37% d'entre eux tiennent courageusement plus d'1 heure. Merci beaucoup Léa Volbert. Voilà, c'est la fin du magazine de l'économie. On se retrouve demain à la même heure. En attendant, l'information continue sur i24 News.